Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à toutes et à tous. Imaginez qu'une grande organisation française ait expérimenté et prouvé qu'il était possible d'utiliser des outils IA efficaces, frugaux et d'intérêt général sans passer par les GAFAM. Vous ne rêvez pas. L'un des promoteurs de cette démarche est avec nous aujourd'hui pour en parler. Alors accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois ce que provoque l'éruption de l'intelligence artificielle dans nos vies, d'un point de vue social, culturel, éthique, un peu technique aujourd'hui encore une fois, et certainement politique. Cause Commune, 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des communs, la voix des possibles. Vous nous écoutez sur le web cause-commune au singulier.fm, sur notre app mobile Android ou iPhone, sur la bande FM à Paris, 93.1 FM, et sur le DAB+, au niveau national. Et également sur votre plateforme de podcast préférée. Merci Monsieur Gréco, notre directeur d'antenne, de nous offrir cet espace de liberté et de nous construire de si beaux outils pour pouvoir diffuser. Nous avons besoin de vous, chères auditrices et chers auditeurs. Quelques petits gestes pour vous ont un impact énorme pour nous. Usez de vos super pouvoirs sur les plateformes, sur les réseaux, abonnez-vous, commentez, partagez, likez. C'est notre seule récompense. Et cela nous fait connaître car ça manipule les algorithmes. Et... c'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. C'était le sujet de notre table ronde de la conférence Commons AI 2025. Une IA d'intérêt général sans GAFAM est-elle possible ? Bon, la captation de la conférence n'est pas forcément très très bonne. Émission 90 qu'on a réutilisée pour l'émission 90. Et je vous prie encore de m'en excuser. Mais les courageux qui ont su tendre l'oreille, qui ont su suivre cette émission, savent que la table ronde a quand même conclu sur de bons exemples où une IA différente finalement était possible. Avec notre sujet du jour, nous changeons d'échelle. En effet, l'université de Rennes s'est lancée dans l'expérimentation de solutions IA totalement maîtrisées, de l'infrastructure au modèle, en passant par l'accompagnement. Tout est fait maison, avec beaucoup d'open source, de savoir-faire interne bien sûr, et une grande volonté d'être le plus frugal possible. On ne pouvait pas passer à côté d'un beau projet comme celui-là dans Parlez-moi d'IA, beau projet bien décidé à s'affranchir des GAFAM. Donc nous avons la chance de recevoir l'un des principaux promoteurs de cette démarche, vice-président en charge du numérique de l'Université de Rennes, mais aussi président de l'association des VP numériques de l'enseignement supérieur et de la recherche. Bonjour Olivier Wong. Bonjour Jean-Philippe. Merci au Rennais que vous êtes d'être avec nous en studio, dans le studio de Cause Commune. Alors, on va commencer dans le vif du sujet. Parlez-moi d'IA, Olivier, et commencez, si vous le voulez bien, par nous expliquer comment l'Université de Rennes décide en mars 2024, bon, je pense qu'il y a des décisions juste avant quand même, de se lancer dans une expérimentation d'outils IA pour sa communauté éducative et pédagogique. Je dirais que comme tout le monde, en 2023, on était très sollicité par l'ensemble de la communauté, les personnels, les étudiants, pour avoir des outils d'IA, parce que c'était le grand décollage des outils généralistes d'IA générative. Et on s'est posé la question, comme d'habitude, donc comme dans tout projet numérique, est-ce qu'on fait nous-mêmes ou est-ce qu'on va chercher à l'extérieur ? Évidemment, compte tenu du développement technologique, on est allé d'abord voir à l'extérieur ce qui existait. On m'a rapidement dit qu'il fallait des budgets faramineux et un nombre de RH considérable pour y arriver. Je me suis dit, c'est quand même curieux, je connais pas de système numérique de ce type-là, et bon, pourquoi pas regarder du côté justement des briques open source, ce qu'on avait de disponible, sur quoi on pouvait nous aussi contribuer, et on s'est lancé plutôt dans la deuxième aventure qui a consisté à déployer des briques open source avec quelques ajustements par rapport à notre problématique de sécurisation. Donc vous proposez ça à votre président, et il dit banco, on y va, on essaye.
C'est ça, en fait, c'était un peu un choix stratégique à l'époque, de se dire soit on fait comme tout le monde et on signe des accords avec des grands pour offrir des solutions qui marchent, qui sont très très performantes. Certains l'ont fait. Certains l'ont fait. Je pense à Arizona State University, dont peut-être je reparlerai plus tard. Ouais. Première au monde à avoir fait à ce moment-là, en 2024. Nous, on est plutôt parti sur une autre voie en se disant, en fait, on est université du numérique, on a un laboratoire d'informatique qui s'appelle IRISA, on a de grandes compétences dans le domaine. On s'est dit, en fait, au niveau de la veille technique, on pense qu'il y a un potentiel. Ça faisait quelques mois qu'on testait déjà fin 2024 à l'automne, 2023 pardon, à l'automne. Et on s'est dit, pourquoi pas, ça pourrait passer à l'échelle. Il nous faut plus d'utilisateurs pour voir si vraiment le concept peut marcher, peut fonctionner dans des cas d'usage un peu variés. Oui, finalement, une université comme celle de Rennes, aujourd'hui déjà, elle utilise ce type d'outils pour la recherche, justement, et l'enseignement supérieur. Elle a déjà une partie de l'infra. Et c'est ça, en fait, qui vous permet, finalement, de passer assez rapidement jusqu'à l'expérimentation, c'est bien ça ? Ouais, c'est ça. On a déjà les machines qui permettent de le faire. On a déjà les compétences d'ingénieurs capables de faire. Le regard scientifique aussi, capable de prononcer et puis se dire, voilà, est-ce que c'est une trajectoire qui paraît viable ou pas ? Et à ce moment-là, on se dit, oui, c'est intéressant. On a envie d'en comprendre un peu plus parce que, au-delà de ce que relaye la presse généraliste, en fait, il y a quand même un petit peu une part un peu mystérieuse sur cette question d'infrastructure sur laquelle on avait envie d'en savoir plus. Et donc, on a décidé d'en savoir plus sur les usages, sur les infrastructures, en déployant nous-mêmes et en accompagnant nos communautés sur l'utilisation des infrastructures, mais adapté, on va dire, à des cas d'usage précis, pas pour faire, on va dire, des tâches généralistes, quoi. Et du coup, c'est quoi les étapes ? Vous êtes combien, finalement, autour de la table à monter cette première début d'expérimentation à l'université ? Et quelles étapes on passe finalement ? On a déjà une infra, il y a déjà une veille, mais après il faut passer le cap. Je dirais qu'on est plusieurs acteurs. Il y a d'une part les collègues du data center régional labellisé, Eskem Data, qui est labellisé par le ministère, qui opère dans des conditions de sécurité élevées nos infrastructures de recherche. Ça, c'est un GIP ? C'est un GIP qui est de niveau régional et comme dans d'autres régions qui mutualisent les infrastructures pour la recherche, les infrastructures de calcul intensif. D'accord. Et c'est là où on a les machines justement pour l'IA qui sont déjà présentes. Donc on a déjà l'environnement technique qui est déjà géré, une équipe de recherche de l'IRISA qui s'occupe à ce moment-là plus particulièrement du domaine du traitement, on va dire par IA générative de données de façon générale, de données massives. Et avec nous, on discute au niveau de la gouvernance avec l'ensemble des acteurs. Donc on est, grosso modo, on se compte sur les doigts de deux mains à peu près. Et on se dit, bon, en fait, on a un potentiel, on peut le faire à ce moment-là, oui. Voilà. D'accord. Et finalement, c'est quoi vous fixez quoi comme objectif finalement ? En fait, à ce moment-là, on a surtout une fenêtre de tir, c'est-à-dire que les machines qui d'habitude sont prises par des travaux de recherche sont disponibles. Et quelque part, moi, je décide de lancer une expérimentation comme on le ferait sur une expérience recherche, en se disant, tiens, si on déployait ce type de service-là et qu'on observait les gens utiliser ce type d'outils, qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? Voilà, mettre les mains dedans, retirer des métriques, aussi des métriques de dimensionnement au niveau de l'infra, mais aussi en termes d'usage, se dire c'est quoi le bon niveau d'infrastructure par rapport à quel usage et comment est-ce qu'on va vers des usages vertueux dans le sens où on va pas, on va dire, travailler sur des usages fantasmés de l'IA, mais des vrais usages qui vont vraiment rendre service au personnel de l'établissement. Allons-y du coup vers les usages. Donc ce projet, vous l'avez appelé Ragaren, il y a un petit jeu de mots pour les connaisseurs. Qu'est-ce qu'il fait en fait ? Qu'est-ce qu'il propose en termes de services ? En fait, à l'époque, un des gros problèmes qu'on avait, c'était les problèmes d'hallucination des grands modèles de langage. Même si à ce moment-là de l'histoire, on a des modèles ouverts qu'on peut déployer nous-mêmes. En fait, factuellement, quand on pose des questions un peu pointues, souvent ils répondent n'importe quoi. Et c'est toujours le cas d'ailleurs. Oui. Et du coup, on s'est dit, en fait, une façon d'y arriver sur l'aspect factuel, c'est d'adosser une base de connaissances sur laquelle on va faire d'abord des recherches sémantiques, ce qui va permettre le retrieval, ce qui va permettre d'augmenter le contexte de la question, avant de générer la réponse qui va être du coup meilleure juste parce qu'on a rapporté des bonnes informations avant de poser la question. Donc là, vous venez de nous redonner la définition du RAG c'est ça. au passage. Effectivement, donner en fait de la matière au modèle pour qu'il puisse finalement pointer cette matière-là dans sa réponse précisément. Et surtout de la matière qu'on souhaite maîtriser dans l'établissement. Typiquement des travaux de recherche non publiés, des informations sensibles sur des travaux de recherche ou des travaux stratégiques de l'établissement. On ne souhaite pas les voir sortir et on souhaite pouvoir les garder dans notre data center qu'on a construit pour ça d'ailleurs. Oui.
pour assurer la sécurisation. Et donc, du coup, comme on a plus de capacité de calcul et qu'on a déjà les données, quelque part, c'est un peu naturel de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment est-ce qu'on peut les exploiter pour, encore une fois, en tirer parti le mieux possible. Donc ça, c'est une volonté vraiment de maîtrise en termes de sécurité. Mais c'est aussi une volonté, on va dire, d'exactitude, c'est-à-dire d'être capable de rendre un service pertinent. Et encore une fois, en prenant même des assez petits modèles, finalement, on se rend compte que ça marche bien. On n'a pas besoin de très grands modèles de langage en termes de capacité, de compréhension des contextes. On a besoin de modèles qui s'expriment très bien et qui, quelque part, arrivent à reformuler les éléments de contexte qu'on va ramener via le RAG. Ça, on l'a déjà dit ici, et c'est bien que vous le répétiez. C'est-à-dire qu'un petit modèle open source, pour le coup, mais bien, finalement... Bien piloté. Bien piloté, bien ciblé, notamment sur une documentation spécifique, il a des bonnes réponses. Et il donne satisfaction dans la recherche d'informations de ce corpus documentaire. Combien de personnes, du coup, aujourd'hui sont concernées par RAGAN, ou comment c'est monté en puissance, éventuellement ? Alors en fait, je tiens à préciser que là j'en parle, mais en fait on est beaucoup d'universités à avoir fait exactement la même chose au même moment, simplement. Ça, on va y revenir après, effectivement. Ouais, voilà. Mais du coup, j'ai rapidement dit peut-être la différence, c'est que j'ai rapidement dit à mon président, je pense que c'est intéressant d'en parler avec les collègues en général. Donc on devrait en parler très largement de communication publique assez ouverte, parce qu'on rencontre nous des limites, on a des problèmes, et que c'est intéressant de voir aussi ce sur quoi les collègues ont réfléchi. C'est ça. Mais sinon, il y a plein de gens qui ont fait la même chose que nous au même moment. Quoi. Oui, mais vous, encore une fois, effectivement, la bonne idée, c'est de communiquer sur l'expérimentation, finalement. De dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, sur quoi vous avez des difficultés. Bon, on le verra après, mais ça a été à l'origine, finalement, de la création d'une communauté de gens qui faisaient un peu la même chose au même moment, mais d'autres qui communiquaient moins. Et ça a donné, c'est allé plus loin dans le projet. C'est sûr. Et peut-être, autre élément singulier aussi, c'était qu'on a un focus très fort sur les usages, c'est-à-dire on a dès le début mené beaucoup d'ateliers en présentiel avec les collègues. On prend 1 heure, on décortique les différents cas d'usage, on va explorer ce que les gens veulent faire, on essaie de le mettre en place avec eux, on réajuste l'infrastructure pour que ça corresponde à leurs besoins. Vraiment, c'est une boucle de rétroaction et de se dire finalement on va rendre un service utile. Et il y a des pistes qu'on écarte parce que finalement la valeur ajoutée n'y est pas, ou alors que ça nous paraît trop délétère en termes de trajectoire. Je pense à la génération d'images typiquement. Voilà. Ah, ça vous faites pas trop? Non, pour l'instant on a testé, ça marche très bien d'un point de vue technique. C'est simplement que d'un point de vue politique stratégique, pour l'instant on s'est dit que c'était pas, que l'impact environnemental engendré n'en valait pas la chandelle. Voilà. C'est vrai que vous avez un vrai souci de frugalité et c'est tout à votre honneur. Mais du coup, alors c'est quoi les thématiques que vous avez creusées en termes de sujets qui ont bénéficié de ces services-là? Ça a vraiment émergé de la communauté. Bon, je dirais que de façon générale, il y a tout le travail autour du texte, c'est-à-dire être capable de reformuler un texte, être capable de faire des propositions, être capable de faire de l'analyse, de la synthèse de texte. Donc voilà, des travaux finalement un peu génériques, mais ça s'applique aussi bien à l'administration qu'au domaine de la recherche ou au domaine de la pédagogie. Si je parle d'exemples un peu spécifiques, très tôt, on a vu apparaître la génération de feedback. Quand on fait un QCM en tant qu'enseignant, souvent on est capable de proposer des questions. Parfois, les fausses bonnes réponses, c'est toujours un peu difficile à trouver, donc c'est intéressant d'avoir un modèle pour s'aider. Mais le feedback, à partir du polycopier de cours, c'est toujours très très long à mettre en place. Et donc, on a vu émerger des initiatives pour générer du feedback de façon plus ou moins assistée, en sachant que, encore une fois, le but c'est de fournir un matériau de base à l'enseignant qui va ensuite l'adapter en fonction de sa cible. Vous m'aviez parlé aussi en préparant cette émission de thématiques autour de la cybersécurité. Oui, on a eu des demandes d'une équipe de recherche, typiquement, qui a repéré un modèle orienté cybersécurité, assez, on va dire, niche en termes de cyber. C'est pareil dans le biomédical aussi, j'ai eu des demandes de ce type-là très tôt, et on a déployé ce type de modèle pour eux, pour qu'ils puissent effectuer leurs travaux. Et donc pendant ce temps-là, forcément, on condamne quelque part l'infrastructure pour la majeure partie des usagers, mais pour des travaux un peu spécifiques. Et quelque part, cette flexibilité-là qu'on a essayé de mettre en avant, c'est servir au mieux les communautés en offrant les modèles dont ils ont besoin sur une durée à définir ensemble. Oui, c'est ça, c'est que vous avez finalement une infra disponible, mais limitée. Et en fonction des projets chauds, des gens qui veulent bien tester, vous leur offrez cette capacité de calcul, de déploiement de modèles, de fine-tuning aussi potentiellement des modèles. Oui, typiquement les 2 modèles dont je parle là, c'est des modèles qui étaient fine-tunés par la communauté internationale, qui auraient très bien pu être fine-tunés juste par les collègues chercheurs du laboratoire, et simplement que la communauté souhaite utiliser après fine-tuning. Et donc on rend disponible cette capacité-là au plus grand nombre. C'est l'idée du projet.
Il y avait aussi quelque chose autour de la gestion d'entreprise, je crois, avec un avatar chef d'entreprise qui a un grand succès. Ouais, ça marche très bien. Alors, nous, on a fait des expériences directement à l'Université de Rennes, mais je vais surtout parler du projet TIPS d'Olivier Catteau, Université de Toulouse, qui rencontre un grand succès, qui est un projet maintenant supporté officiellement par la Fédération au Neige, l'Université numérique au Neige, et qui permet de simuler des avatars chefs d'entreprise, DRH, des postes en fait dans les entreprises, et qui permet du coup à des étudiants d'interroger ces fonctions-là, d'interroger ces avatars-là, comme s'ils avaient accès à une entreprise dans un contexte donné, un interlocuteur. Et donc ça leur permet quelque part de s'exercer en toute sécurité entre guillemets. Et pour ce faire, on utilise justement un modèle très petit en réalité, plutôt un small language model, et qui rend satisfaction. Là, c'est un des exemples historiques assez anciens maintenant, qui a plus d'1 an, et qui tourne toujours aujourd'hui, qui s'étend maintenant. D'accord. Donc là, on a parlé un peu effectivement small model, medium model et large model. C'est quoi, si on doit rentrer un petit peu dans la technique, le nombre de paramètres d'un petit modèle pour vous? C'est combien de paramètres? Bon, c'est toujours un peu relatif, ça évolue, mais moi je dirais que de l'ordre de la dizaine de milliards de paramètres, je considère que c'est des petits modèles. Typiquement suffisamment petits pour que ça puisse tourner sur des ordinateurs individuels. D'ailleurs, pour des contextes de sensibilité très élevés, je conseille de plutôt utiliser son ordinateur, comme ça il n'y a pas de problème ni traitement ni transfert de données. Et après, dans la gamme moyenne, c'est tout ce qui est, on va dire 30, 70, moyen. Ça, vous faites tourner aussi des modèles de ce type-là? Ça, on en a, oui. Okay. À vrai dire, c'est peut-être même la majeure partie de la... Enfin, j'ai pas les stats en tête, la récente, mais c'est une grande proportion de l'utilisation aujourd'hui de l'infrastructure. C'est ces modèles-là de taille moyenne. Et à partir au-delà de la centaine, de l'ordre de grandeur, parce que vous avez remarqué, je fais à peu près des ordres de grandeur, là. Centaines de milliards, Centaines de milliards de paramètres, voire plus. Là, on rentre dans les... Vraiment... ça, il faut comprendre qu'il faut avoir une infrastructure un peu dédiée, beaucoup de mémoire RAM dédiée pour que ça puisse tourner correctement, que ça puisse avoir des temps de réponse corrects. Mais surtout, c'est des questions de choix. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans l'infrastructure, si on parle un peu de matériel, on dédie 2 cartes de type NVIDIA H200. Ce qui nous permet de faire tourner un... Vous avez commencé par des H100, vous aviez dit 2 cartes H100, c'était le début du projet, ça. Début du projet, même avant des cartes V100 pour le test, donc des cartes d'ancienne génération. Et oui, effectivement, aujourd'hui, on fait tourner 2 cartes H200 en permanence, et on a jusqu'à de 0 à 6 cartes H100 disponibles, suivant les demandes, les projets. Et donc, la quantité de mémoire associée, on peut l'agréger quelque part pour offrir des très grands modèles. Mais forcément, si je mets un très gros modèle de type Kimi 2.5 sur l'infrastructure, c'est possible techniquement, mais je mets rien d'autre. Ouais, c'est ça. Il va prendre toute la ressource. Il va prendre toute la ressource, et puis surtout, si je veux servir un nombre d'usagers conséquent, il faut que je garde un peu de marge pour qu'on puisse servir tout le monde. Alors, c'est des cartes qui sont onéreuses, mais en même temps, quand vous décrivez finalement cette infrastructure, on n'a pas l'impression que c'est le data center énorme, et ça suffit finalement pour faire déjà tourner toutes ces expérimentations. Voilà, là, vous m'avez parlé de 8 cartes en tout, et 8 cartes graphiques, avec, j'imagine, les serveurs qui vont bien derrière, la RAM qui va bien derrière pour faire tourner. C'est pas c'est pas 8000 hectares de data centers qui sont nécessaires pour finalement faire tourner tout ça pour une communauté complète éducative. En fait, la question c'est quel périmètre on essaie d'adresser, parce que l'université de Rennes, on est 3000, 4000 personnels. Si on parle des étudiants, là on est plutôt vers 38 000. Ils ont tous accès? Alors non, justement, c'est réservé au personnel aujourd'hui. Bon, en toute transparence, on le fait quand même avec des étudiants, mais encadrés par des personnels, des enseignants qui sont dans le cadre de leur cursus, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est quand même possible pour les étudiants, mais pas de façon, en tout cas de façon moins ouverte que pour les personnels. Et oui, la question c'est en fait le pic d'usage simultané, c'est-à-dire combien de personnes je vais avoir dans la journée qui vont... À quelle heure? Voilà, à quelle heure. On a des stats. C'est quoi l'heure d'usage dans l'université Au niveau des personnels, effectivement, vers 9h, il y a un pic là à l'arrivée. D'accord, ok. Et en fin de matinée, début d'après-midi, fin de journée aussi. Ok. Et puis bon, je dirais que c'est un peu de façon un peu grossière. Donc on sait pas vraiment ce que les gens font, parce que on s'est engagé justement à ne pas regarder les données, sauf au cas de problème de sécurité ou problème juridique. Mais du coup, c'est ce qu'on constate. Et globalement, on est sur un volume de 4000, alors 4000, 5000 aujourd'hui personnes qui utilisent l'infrastructure. Et là, on va dire la métrique moyenne, c'est de dire qu'il y a 1% de cette population-là qui va
générer un pic d'usage simultané, c'est-à-dire dans la même seconde solliciter l'infrastructure. Bon, ça passe quoi. Mais finalement, ça passe. Sur le nombre de cartes qu'on a, ça passe. Mais après, c'est toujours pareil. Hein. Si je mets 20 masters en génie logiciel... forcément, ils vont tous aller taper sur les trucs un peu forts. C'est ça, qui sollicitent par API avec des outils automatisés. Tout de suite, tout dépend des utilisateurs du moment. Quoi. C'est ça. Et on a quand même beaucoup de profils d'utilisateurs un peu particuliers qui sont très orientés informatiques et donc qui ont des besoins souvent un peu conséquents. Bon, ils vont devenir exigeants. Il va falloir un petit peu muscler l'infra. Je pense qu'il faut réfléchir ensemble et se dire qu'est-ce qu'on veut proposer et pour quelles raisons. C'est-à-dire que moi, je veux ou des horaires. Chacun prend un ticket. C'est ce qu'on a fait au début. C'est-à-dire que la journée, on avait ouvert de façon large et la nuit, on avait justement passé des travaux en mode batch pour des équipes typiquement sur les travaux en cybersécurité qui passaient la nuit du coup. De façon prioritaire. Oui, il y a cette question-là de partage, mais comme tous les communs, c'est-à-dire partage de ressources mutualisées, il s'agit de s'accorder une règle de vie commune qui permet à tout le monde de fonctionner. Et après, là, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire, finalement, par rapport aux besoins, je parle en particulier sur le besoin d'assistance à la programmation, de quelle taille de modèle on a besoin, qu'est-ce qu'on a besoin comme capacité, finalement, et on essaie de trouver le plus petit modèle qui a le moins d'impact possible sur l'infra par rapport au service rendu. Oui, on l'a pas redit, mais encore une fois, vous faites très attention à ça. C'est-à-dire que vous essayez à chaque fois d'avoir le bon usage au bon endroit avec la bonne optimisation des ressources pour rester frugal dans l'usage global qui en est fait. Ouais, c'est ça. Ce que je prends souvent comme parallèle, c'est de dire aux gens, si vous allez chercher votre baguette de pain à la boulangerie d'à côté, est-ce que vous prenez un camion de 33 tonnes pour transporter votre baguette et que vous mettez dans la remorque et à revenir chez vous? Ça fait partie de l'accompagnement finalement que vous faites beaucoup aussi. Ouais, vous avez déjà évoqué là, mais... C'est ça de se dire, en fait, on a un panel entre de la trottinette, la voiture, les baskets et puis le camion 33 tonnes. Bon, quand est-ce qu'on choisit quoi pour faire quoi en fait? Et forcément, c'est plus dur parce qu'en face, on a des services grand public qui sont en permanence sur des camions 33 tonnes qui sont capables de tout faire. Mais personne ne s'en aperçoit. C'est ça. Voilà. Et ils le vendent pas cher en plus. Donc là, vous avez fait ce projet-là, vous avez beaucoup communiqué sur les gains, sur les difficultés. Tout d'un coup, vous découvrez qu'il y a en fait beaucoup de gens qui font ça, notamment dans la communauté éducative de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et du coup, ça rentre en liaison et tout d'un coup, vous avez envie tous de mutualiser finalement vos questions, vos avancées. Et ça donne lieu à la création finalement d'un collectif et d'un nouveau projet plus vaste, plus mutualisé, qui s'appelle ILAS. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'ILAS en quelques mots ? Effectivement, pour revenir un peu sur la genèse, on a rapidement discuté avec les collègues de Centrale Supélec, Paris-Saclay, qui avaient un peu, déployé aussi ce type de système, et puis qui avaient aussi réfléchi à la question de la répartition, typiquement pour les pics dont je parlais, qui sont vraiment le problème dimensionnant ici pour ce type de solution, qui a réfléchi à un mécanisme de répartition avec ce qu'on appelle un dispatcher, donc une gare de triage, qui permet de router les requêtes vers le serveur le moins chargé pour traiter la requête en question. Et du coup, on s'est rencontrés à un moment parce que moi, je cherchais justement à contourner ce problème-là de qualité de service du part, tout en essayant de garder un bon niveau de sécurité, c'est-à-dire, je veux bien que mes requêtes partent ailleurs pour être traitées, mais que ce soit des gens en face à qui je peux faire confiance. En fait. Et donc, comment on s'est rencontrés avec plusieurs établissements. Au début, on était 5, donc en plus de nous deux, il y avait les collègues de Reims, Reims-Champagne-Ardenne, les collègues de Lille, Paris 1, Panthéon-Sorbonne. On s'est dit, finalement, c'est intéressant de voir si ça peut passer à l'échelle. Est-ce qu'on peut mutualiser nos serveurs et rendre service à nos communautés? Parce que statistiquement, les pics qu'on rencontre, ils sont pas au même moment tous. Et on a intérêt à être capable de, à la fois, diversifier l'offre de modèles parce qu'on est plusieurs à le porter, et en même temps être capable de s'épauler quand il y a des problèmes. Donc, un peu plus de résilience, en fait. Aujourd'hui, vous êtes 17, épaulés aussi par le ministère et donc financés aussi en partie par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour aller plus loin dans cette recherche de mutualisation. Et grosso modo, finalement, les services sont à peu près les mêmes que Ragaren ou ça va un peu plus loin? C'est quoi les services et les solutions qui diffèrent entre les deux? Qu'est-ce que ça vient rajouter? D'une part, on a plus de puissance de calcul. Là, on a un ordre de grandeur en dessous, donc 10 fois plus de cartes au total sur l'ensemble de la communauté. On est en train de dimensionner pour voir qu'est-ce que ça représente pour passer à l'échelle du pays. Et en termes de services, on a une offre de services un peu plus complète que ce que moi je proposais au niveau de l'université, c'est-à-dire non seulement des services d'inférence pure,
comme on avait déjà avec Ragaren, mais aussi des services de transcription de la voix vers le texte, qui intéressent beaucoup, notamment pour les comptes rendus de réunion, par exemple. Et prochainement, là, qu'on a déjà commencé à lancer en 2026, un portail d'applications, des applications développées, par exemple, par les collègues de l'enseignement supérieur, ou des applications open source. Oui, c'est là où on retrouve Tips, c'est là où on retrouve Aristote aussi, le projet qui fait de la vidéo vers du quiz, c'est ça, hein? Oui, c'est ça qui permet d'enrichir les vidéos. Et aussi des offres tech, des offres du commerce, parce qu'on pense qu'il y a des segments sur lesquels on n'ira nous jamais, en termes de... Voilà, on a chacun ses métiers quelque part. Et donc, du coup, on a l'ambition d'avoir ce portail-là qui permet d'avoir une offre de service adossée à la puissance de calcul qu'on propose. L'Agence de mutualisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche a fait une annonce récente, l'AMU, d'un partenariat avec Mistral. C'est quoi du coup le lien entre l'AMU et finalement Ilias, et ce que vous faites en termes de mutualisation? Est-ce qu'il y a un lien déjà connecté? Comment ça se met en musique tout ça? Oui, en fait, d'ailleurs c'est disponible sur le replay de la conférence d'ouverture. Nous, Février. Ilias, oui, c'est ça. On offre, on vient exporter l'expertise technique dans le projet. Et la première partie de l'offre qui consiste à ouvrir en mode API un modèle de langage commercial, Mistral Medium 3, c'est fait sur les infrastructures d'Ilias aujourd'hui. Et ça, l'idée, c'est de se dire, bon, les modèles open source, ils sont bien, notamment s'ils sont spécialisés, notamment s'ils sont fine-tunés, notamment si c'est en lien avec un RAG, mais quand même, de temps en temps, il y a des usages un peu généralistes, et donc un peu des usages, on va dire, ChatGPT-like, et pour le coup, c'est intéressant de pouvoir mettre à disposition ce type de modèle-là, toujours de manière maîtrisée. Il y a d'une part, effectivement, avoir des modèles commerciaux qui sont à l'état de l'art, dans le top 5 mondial. C'est ça. D'une part. Et d'autre part aussi, une offre de service. Je parlais de service en termes de portail qu'on propose là. Bientôt, on aura une version Le Chat Entreprise dédiée à l'enseignement supérieur qui sera disponible via le portail ILAS grâce au projet AMU dans lequel on collabore, qui est piloté par l'AMU sous l'impulsion du ministère, mais qui permettra du coup d'offrir un aperçu, parce que c'est quand même réservé à quelques milliers d'utilisateurs, mais pas à tout le monde, un aperçu de ce que pourrait être un usage généraliste, mais néanmoins adapté à des cas d'usage spécifiques à l'enseignement supérieur, à la recherche. Et ça permet de pas s'entendre dire, ils sont sympas tes modèles open source, mais de temps en temps ils sont un peu limités. Là pour le coup, s'il y a vraiment un besoin généraliste, il peut être assouvi par ce biais-là de manière maîtrisée. Oui, il y a d'une part ce type de réponse, et néanmoins la sécurisation dont on parlait au début, des garanties importantes à ce niveau-là, et quelque part une certaine, on disait au début maîtriser, une certaine maîtrise dans le sens où on a une pluralité de modèles et on ne repose pas sur un unique fournisseur qui nous fournit un peu toute la verticale clé en main. Et on l'a évoqué tout à l'heure, vous avez eu des échanges avec des universités américaines, et de manière un peu contre-intuitive, vous êtes aperçu qu'en fait, ils étaient un peu comme vous, quoi. Ils essayaient de chercher des solutions qui n'étaient pas forcément celles du marché ou celles des grands fournisseurs. Oui, alors justement, je parlais d'Arizona State University, on a eu la chance d'organiser une visite avec la délégation française lors du congrès du COS, donc à l'automne dernier. Et lors de ces visites-là, à Arizona State University, on a passé 1 heure à discuter de leur plateforme Create AI Builder qui permet de créer en fait on remettra le lien sur c'est ça, qui permet de créer en fait des fonctionnalités de RAG, d'assistance, d'agentique, etc., mais qui sont développés eux-mêmes en interne, qui s'appuient sur des modèles ouverts et des modèles commerciaux, et de façon un peu singulière par rapport à leur annonce de 2024 de partenariat avec OpenAI. La première plateforme qu'ils mettent en avant, c'est la leur. Ils ont commencé par le partenariat, puis ils se sont dit peut-être qu'on pourrait faire aussi des choses de l'autre côté. Et quelque part, je comprends. Et il y a les deux finalement. On n'a pas beaucoup parlé des coûts, mais en fait, de ce que vous m'avez expliqué en préparant cette émission, c'est que finalement, les coûts des infras que vous avez mutualisés avec ILAS, c'était des coûts qui existaient déjà, et que finalement, vous venez rajouter une couche supplémentaire d'usage, d'expérimentation. Et donc, il est un peu lissé finalement. Il n'y a pas un nouveau coût, il n'y a pas de grands investissements supplémentaires par rapport à une infra existante. Oui, c'est vrai qu'on a déjà les data centers, il y a des data centers régionaux qui sont labellisés depuis maintenant quelques années. On a déjà les personnels, et donc en fait, on vient rajouter un nouveau plan de service. Oui, nous, quelque part, on a déjà les bons ingrédients, quelque part, pour supporter notre propre trajectoire.
Et pour conclure, est-ce que je pourrais vous poser une question piège? Est-ce qu'on pourrait tirer des ponts entre le monde universitaire et les collectivités locales pour justement mutualiser, encore une fois, ces infras et ces expérimentations? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une piste intéressante, d'autant plus qu'on a signé un partenariat avec Rennes Métropole, nous-mêmes, pour 3 ans, pour qu'ils puissent utiliser Ringaren. Ça nous permet d'une part de croiser les regards, parce qu'on a souvent des objectifs stratégiques très convergents, en particulier orientés vers la transition écologique. Et donc, trouver une trajectoire d'IA générative qui nous paraît soutenable de façon un peu conjointe en termes de territoire, c'est hyper intéressant. Et donc oui, d'un point de vue stratégique, c'est intéressant. Écoutez, merci, c'est une belle conclusion, c'est une conclusion de perspective et positive. Merci beaucoup Olivier pour ce partage de vos belles expérimentations mutualisées et d'intérêt général. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Et merci à vous, chers auditeurs. Cette émission vous a plu, usez de votre grand pouvoir, likez cet épisode, manipulez les algorithmes pour nous aider à diffuser ce contenu plus loin. Vous restez sur 93.1 FM sur Cause Commune et on se dit à bientôt.